Bonjour à toutes et tous, je suis Élodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter. Vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Aujourd'hui, notre invité est Eric Weiss, 46 ans, né à côté d'Agen, 2 enfants en couple. Fils de facteur, sans patrimoine, Eric a été programmé pour réussir des études traditionnelles et entrer dans le rang. Il est devenu professeur agrégé en économie et gestion d'entreprise, toujours en poste à l'Université de Savoie à Annecy. Même s'il ne manquait de rien, il aspirait à autre chose et voyait qu'il ne passerait pas la barre comme il dit. Alors, il a emprunté à des banquiers qui lui faisaient confiance et il s'est lancé dans l'investissement immobilier en 2009. 10, 20, 30 appartements. Ce succès lui a aussi valu des gros échecs dont il a fallu se relever, tomber 7 fois, se relever 8. Il est actuellement le président de la Fédération des marchands de biens qu'il a contribué à créer en 2018 pour défendre les confrères et tenir le cap face au tumulte de cette activité. Bonjour Eric. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter au niveau personnel ? Qui est l'homme ? Ouh là là, ça va être long. Bon, quelques mots. Effectivement, 46 ans, 15 dans ma tête, multi-entrepreneur et intrapreneur. Donc, je fais partie de ces gens qui ont souvent plein d'idées, beaucoup de mauvaises, une majorité de mauvaises d'ailleurs. Et puis de temps en temps, on en garde une un peu moins mauvaise et puis on essaye de la mener jusqu'au bout. Dans ma vie privée, je suis effectivement en couple, très heureux, 2 filles absolument charmantes et voilà, et j'habite à Annecy où parfois le climat me fait un peu râler, mais sitôt qu'il fait beau, j'oublie. Et j'oublie aussi dans mes avions, puisque je suis pilote d'avion. Alors, je sais bien que ça n'a pas bonne presse, mais ça consomme pas tant que ça. Enfin, bref, je pourrais développer ça, mais voilà, c'est une passion de voler depuis tout petit. Donc, pilote toute forme d'avion. Alors, des fois, des gens qui voient mes posts disent « Mais tu passes plus de temps à voler qu'à travailler ». Alors, c'est pas tout à fait vrai. Disons que je dors un peu moins que la moyenne. Voilà, on dit plutôt dire ça. Tu parlais aussi d'être professeur de liberté entrepreneuriale. Ah, c'est ce que j'écris, oui. J'ai bien aimé. Effectivement. Alors, effectivement, souvent, on me demande, même mes filles d'ailleurs, elles ne savent pas trop de quoi je suis prof. Parce qu'en fait, quand on dit « Ouais, j'ai une agrég d'économie-gestion », ça ne veut pas dire grand-chose. Économie, gestion, c'est hyper large. Bon, voilà. Et donc là-dedans, il y a un peu tout qui se mélange, du marketing, du business développement, de la finance, de la banque, de l'immobilier, bon, pour ce qui me concerne. Mais c'est un peu confus. Et finalement, si on recentrait les choses autour de ce qui me plaît vraiment, c'est tout ce qui est relatif à l'entrepreneuriat. Et donc forcément, alors quand je parle de finance, par exemple, bah oui, un compte de résultat prévisionnel, ça peut être présenté de manière assez rébarbative. Ou alors, ça peut être présenté d'une manière assez fun, parce que c'est à l'intérieur d'un projet. Donc, ce qui compte, c'est le projet, la liberté d'entreprendre, la liberté d'esprit, d'avoir envie d'entreprendre. Voilà. Et puis ensuite, effectivement, il faut un compte de résultats. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, une des premières matières qu'on m'a demandé d'enseigner quand je suis devenu très, très jeune prof, c'était la comptabilité et la finance. Alors, pour être franc, je n'avais pas tout bien suivi quand j'étais étudiant. Alors je me suis dit, mince, c'est embêtant parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris moi-même. Mais ayant créé des business dans le réel, j'avais bien été obligé de reprendre ce que c'était qu'un compte de résultat et de me rappeler que 512 était vaguement le compte de la banque et qu'il était peut-être important. Et puis c'est un plan d'amortissement, un taux d'intérêt, etc. Donc les basiques sont vite revenus parce qu'ils étaient, je dirais, sans mauvais jeu de mots, justement agrégés autour de projets
et pas seulement enseigner sur une table, voilà, à l'ancienne, quoi. Et donc j'ai très très rapidement plutôt développé des méthodes pédagogiques par les scénarisations. Donc j'ai été primé 5 fois en cas, scénario pédago, etc., des choses comme ça. Et très très vite, mes PowerPoints sont devenus très petits. Donc aujourd'hui, même des fois je vais en amphi, j'ai pas de PowerPoint du tout. Alors ça peut étonner, mais je suis pas sûr qu'il faille des PowerPoint. Voilà. Et de plus en plus, je pense qu'il vaut mieux mettre les gens en action en leur donnant un cadre. L'information est disponible. Et on apprend tout aussi bien avec une info disponible et coaché quand même. Hein. On ne peut pas non plus lâcher les gens dans la nature, mais je ne suis pas sûr que faire un cours avec un très long PowerPoint soit très producteur de valeur. Voilà. Donc c'est de la liberté. Liberté d'entreprendre et liberté d'enseigner comme bon nous semble aussi. Voilà. Peut-être parfois un peu hors du cadre. Et est-ce que tu as la sensation que les jeunes qui suivent tous ces cours, ils ont après, ils ont comme leur petit pack pour partir dans l'entrepreneuriat, s'ils en ont envie? Alors, je ne sais pas si le pack est suffisant, mais en tout cas, ils ont eu une vision, ils ont aimé ou ils ont détesté. Et moi, je trouve ça très bien. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'anciens étudiants, peut-être certains écouteront ce podcast d'ailleurs, qui me détestent. Alors souvent, ils me détestent au début, puis après, avec le recul, au final, ils m'aiment bien quand même. Parce qu'ils se rendent compte que j'avais peut-être pas tout à fait tort sur tout. Par contre, ça se coud, parce que quand on a ce type d'approche, forcément, ça sort d'un cadre, et notamment le système éducatif, hein, sans être trop critique, mais il est assez normalisé, donc ça va un peu mieux, ça se soigne. Mais enfin, on partait de loin, c'est-à-dire qu'on se rappelle tous d'apprendre, d'avoir mal à la main et d'apprendre par cœur quasiment une leçon. Certes, hein, des fois c'est nécessaire, mais enfin, dans l'ensemble, c'est pas ça qui ouvre la vision. Hein. Je suis aussi, comme tu le sais, un militant pour l'éducation financière au sens large, pas forcément apprendre à placer son argent, mais avoir une vision de comment fonctionne la finance. Et je ne peux que regretter qu'on ne puisse pas enseigner ça même aux plus jeunes, même peut-être à l'école primaire, dès là, avec des petits jeux, avec des choses plutôt ludiques, pourquoi pas, mais en tout cas pour ouvrir l'esprit et pour pas justement, tout à l'heure tu disais en introduction que j'étais... alors, fils de facteur, c'est vrai, mais je ne sais plus, qu'est-ce que tu disais? Sans patrimoine? Non, c'est pas ça, c'était... tu manques de rien, oui. Qu'en fait, j'ai été formé pour entrer dans le rang, oui, c'est ça. J'aime bien ce truc-là, en fait. J'ai formé pour entrer dans le rang. On est tous formés pour entrer dans le rang. Quand on fait un master, on est formaté pour entrer dans un rang. Donc, c'est très bien et c'est indispensable. Le problème, c'est qu'on a... il n'y a pas one best way d'abord, et en plus, on n'a qu'une vision très partielle des choses. Et quand je milite pour l'éducation financière, c'est pas pour apprendre à aller spéculer sur la crypto-monnaie. Hein, j'ai horreur de ça d'ailleurs. Donc, c'est pas la question. C'est juste comprendre le monde tel qu'il est vraiment pour à un moment donné prendre des décisions un peu plus éclairées que la moyenne. Et ça, malheureusement, c'est pas quelque chose qui est inclus dans les parcours, puisque les spécialités sont des spécialités. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que je milite pour la liberté avec un grand L. Comment tu verrais, toi, qu'on puisse justement enseigner ça? Enseigner ça, ça nécessite peut-être de faire moins de cours traditionnels. Ça nécessite peut-être de faire plus de jeux d'entreprise, de mise en situation, de réponse à des scénarios, de passer d'une posture d'enseignant, de transmetteur d'un savoir à une posture d'accompagnateur, de coach. Alors j'aime pas en plus le terme coach, donc voilà, mais enfin bon, en tout cas d'accompagnateur, j'ai plutôt appelé, je trouve que c'est moins galvaudé que coach. Voilà, et accompagner dans sa propre progression. Alors le travers de ça, et je le dis tout de suite, c'est que, et bien évidemment, qu'on laisse plus de gens sur le carreau en faisant ça. Je pense quand même, parce qu'effectivement, ceux qui ont du mal à se mettre dans ce moule un peu challengeant quelque part, eh bien, pourraient se braquer et ne pas suivre ou se mettre assez rapidement en situation d'abandon. Donc effectivement, moi je dis pas qu'il faut changer complètement le modèle éducatif français, je dis qu'il faut le faire évoluer tranquillement, parce qu'on ne peut pas tout casser pour construire efficacement. Et dans ce tranquillement, il faut arriver à mettre en place ces dispositifs d'identification des gens qui décrochent.
parce que cette mutation-là va conduire, à mon avis, hein, là j'ai pas de preuves scientifiques, mais plus de décrocheurs, bien évidemment. Parce que quand on est derrière un pupitre à écrire beaucoup et à gratter un cours, et ensuite à l'apprendre, ça finalement, je dirais, presque tout le monde peut le faire. Lorsqu'on a un défi ou une étude de cas ou un scénario à mener, là, il y a une sélection naturelle qui s'opère. Et malheureusement, eh bien, certains vont très bien s'en sortir et d'autres, beaucoup moins et pourraient décrocher. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons. Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas été préparés à ça. Et alors notamment par leur background éducatif, familial, social. Voilà, donc il y a plein d'autres questions qui se posent. Et donc là, il faut être très vigilant, pouvoir les repêcher et les identifier très rapidement. Et aujourd'hui, notre système n'est pas tout à fait configuré comme ça, pour l'instant. Mais encore une fois, je pense que ça évolue plutôt dans le bon sens, hein. Quand même. Un peu lentement, mais voilà. Les jeunes que tu as, ils ont quel âge à peu près là? Bon, à ce moment, c'est du 19-20 ans jusqu'à une cinquantaine d'années. Euh, oui, bah oui, on est. Moi, je trouve qu'on est jeune. Puis plus les années passent, plus je trouve qu'on est jeune longtemps. Bref, en tout cas, oui, dans le cas des formations adultes, hein, donc des fois, on a même, on parlait tout à l'heure de filières autour de la banque. Dans les filières autour de la banque, on a des gens qui viennent en bachelor, donc en niveau 3, un bac plus 3, étudier. Ils ont 45 ans, ils sont dans une reconversion, ils veulent rentrer dans la banque et c'est un excellent moyen. Donc effectivement, on va dire que la majorité a quand même plutôt une grosse vingtaine, hein, entre 20 et 24. Mais on a quand même beaucoup d'adultes aussi. Mm. Et par rapport à cette première tranche d'une vingtaine, qu'est-ce qui leur manque à ton avis dans ce ce qu'ils viennent d'apprendre? Alors, je ne sais pas s'il leur manque vraiment quelque chose. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même une petite tendance, quand ils n'aiment pas la différence, avec, je pense, notre génération. Alors ça y est, je parle comme un vieux, là, c'est difficile, mais il leur manque un peu de pugnacité et puis de persévérance, quoi. Ça leur plaît pas, ils vont abandonner peut-être un peu plus rapidement. Certains diront qu'ils ont peut-être raison d'ailleurs, hein, parce que quand ça plaît pas, ben, j'abandonne, finalement je passe à autre chose. C'est peut-être une preuve de flexibilité d'esprit. Mais il faut pas non plus que ça devienne la porte de facilité, quoi. Je pense voilà, il faut un entre-deux. Et là, on a quand même effectivement plutôt des jeunes et qui, non, ça me plaît pas, je m'en vais, ou j'abandonne, ou je me mets en arrêt maladie pour les alternants. On n'en a jamais eu autant, bon, etc. Donc voilà, il y a cette tendance de fond. Et en même temps, ça c'est le négatif, mais je voudrais bien quand même dire le positif, c'est qu'ils sont quand même plus libres d'esprit que nous on l'était. Donc, est-ce que ceci entraîne cela? Bon, je ne suis pas sûr que là aussi il faudrait une thèse pour être sûr qu'il y ait une corrélation, mais on voit bien, effectivement, les jeunes abandonnent plus, mais ceux qui abandonnent pas, ils ont une liberté d'esprit que nous on n'avait pas, hein. Je parlais tout à l'heure de finance, tout le mouvement qui a consisté. Alors après, bon, effectivement, start-up, etc., c'est plus galvaudé aussi, parce que qu'est-ce qu'une start-up? Bon. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a quand même un paquet de jeunes qui ont eu l'audace d'aller chercher des capitaux à Paris pour monter des entreprises, etc. Nous, je pense qu'on n'aurait jamais eu l'audace. À cet âge-là, en tout cas, on a déjà parlé à quelqu'un qui dit « j'ai l'argent ». Alors surtout quand on vient d'un milieu qui n'est pas entrepreneurial par définition, c'est dur, hein. On en parlera peut-être juste après, mais les premières entreprises que j'ai créées, j'osais même pas aller parler à un banquier, quoi. Alors que malheureusement, il faut bien du carburant pour faire avancer la fusée, hein, parce que sinon elle reste au sol, hein. Et ça, c'est dur. Pour nous, c'était plus dur que pour eux. Je pense qu'eux sont plus préparés à ça. Pas tous, hein, mais voilà, une forme de liberté quand même, là-dessus. Justement, je voulais te demander, pour toi, qu'est-ce qui avait été le déclencheur puisque tu es parti pour rentrer dans le rang, ce que tu as fait. Tu es devenu donc prof agrégé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un événement ou quelqu'un qui t'a inspiré? Alors, je ne sais pas si... oui et non. Toujours, j'avais en tête de ne pas avoir de chef au sens premier du terme.
Voilà, donc ça, c'était un peu mon idée de liberté tout petit, hein. Je partais marcher dans le quartier, enfin bon, voilà, je me sentais bien quand je me sentais libre. Après, ça rentrait dans les détails, ma mère a décédé jeune, etc. Donc je me suis retrouvé dans quelque chose où faut assurer ses arrières. Comme j'étais pas trop mauvais à l'école, être prof agrégé, je me suis dit quand même ça fait bien. Euh, ça a l'air d'être pas trop mal payé quand même. Et puis visiblement, ça laisse un peu de temps pour aussi entreprendre, pourquoi pas, ou faire des choses, parce qu'on est moins contraint. Et puis j'avais entendu dire qu'on pouvait aller à l'université, que c'était sympa aussi, parce que justement, on pouvait créer des choses à l'intérieur. Et c'est vrai qu'à l'époque, en plus, on avait beaucoup de liberté intrapreneuriale. On pouvait inventer plus librement, je trouve. Et donc, je me suis laissé séduire par cette idée-là, quoi, de rentrer dans le rang, mais plus avec l'idée d'accrocher un parachute que comme une finalité en soi. Et puis effectivement, une fois qu'on a le parachute accroché, je trouve qu'on se dit, bon, ok, ça me satisfait pas entièrement, mais peut-être que je peux oser aller voir un banquier cette fois-ci parce que j'ai une idée et que ça serait pas mal de la financer. Et puis, il se trouve que le banquier en question vous prend un peu plus au sérieux, puisque lui-même se dit, tiens, s'il a fait des études et qu'il est prof, c'est que ça doit être un peu plus sérieux. Et donc, petit à petit, on constitue un réseau de gens qui font confiance. Et pour répondre complètement à ta question, finalement, est-ce que j'ai été inspiré par quelqu'un? Je dirais que j'ai été inspiré par quelque chose. J'ai été inspiré par la confiance. La confiance que je commençais à avoir en moi et la confiance que me portaient les autres. Alors, notamment, et c'est ça qui est paradoxal, probablement à travers un parcours académique où on finit professeur agrégé fonctionnaire, quoi. Donc quelque chose qui n'est pas du tout entrepreneurial, enfin, en tout cas qui ne paraît pas entrepreneurial vu de l'extérieur, mais qui en réalité, en tout cas pour quelqu'un qui vient d'une classe très modeste, ce qui était mon cas, donc permet d'avoir la confiance en soi et la confiance des autres. Et donc ça porte de manière absolument extraordinaire. Voilà, donc c'est pas une seule personne qui inspire, mais c'est tout un faisceau de personnes qui, par la confiance qu'ils témoignent, finissent par inspirer. Et donc, on avance. Et on crée une première chose, une deuxième, une troisième. On parlait d'immobilier tout à l'heure, on achète plein d'appartements avec un salaire de prof. Mais finalement, on fait, alors souvent c'est très à la mode, dire on fait du cash flow positif, mais c'est vrai, c'est ce que je faisais. Donc du cash flow positif, emprunter sur du long terme et puis avoir plus d'argent à la fin du mois qu'au début du mois. Et donc au final, on dit, tiens, c'est pas si mal, ça marche. Donc on continue. Puis au bout d'un moment, on se dit, mais finalement, je suis peut-être un petit peu moins pauvre que ce que je croyais, puisque j'ai toujours eu l'impression d'être pauvre. Donc je suis peut-être un petit peu moins pauvre, hein. En tout cas, Excel a l'air de dire que je le suis un petit peu moins. Et la vérité est souvent plus sur Excel que dans le ressenti. Ça, c'est clair. En tout cas, là-dessus. Donc on reprend les schémas économiques, on se dit mais attends, pourquoi j'ose pas demander un petit peu plus, pourquoi j'ose pas recréer quelque chose, est-ce que tout ça n'a pas un peu plus de sens que juste faire des apparts pour faire des apparts, est-ce que je peux pas monter une équipe, est-ce que je peux pas acheter des bureaux, est-ce que je peux pas recruter quelqu'un qui était d'ailleurs un ancien étudiant, qui était mon premier salarié numéro 1 en 2000, je sais plus combien, 8 peut-être, et une bonne quinzaine d'années, mais ouais. Et donc on démarre grâce à la confiance que les autres nous portent. Et cette escalade, là, tout le champ des possibles qui s'est ouvert devant toi, ça t'a pas monté à la tête à te dire, mais dans ce cas-là, j'arrête mon métier de prof? Ah, c'est une sacrée bonne question. Oui et non. Alors, oui, parce que quand les sociétés se développent et fonctionnent et qu'on prend en dividende, pour être tout à fait honnête, plus que le salaire de prof complet à la fin de l'année, évidemment, ça, la question se pose. Maintenant, il y a deux éléments, un positif, un négatif. Je vais commencer par le négatif. En 2013, j'ai eu ce que moi je qualifie de syndrome du motard. Donc tout à l'heure, je disais, je suis pilote avion, je suis aussi motard. Rarement les très vieux motards qui roulent cool, ils se font pas très mal. Les débutants se font rarement mal aussi. Ils font attention, ils se rappellent de leurs cours, etc. Celui qui se fait mal, souvent, c'est celui qui est entre deux.
Et ça, c'était en 2013. On était entre deux. Ça s'était fortement développé, les sociétés se portaient bien, on recrutait à tour de bras, et on a été victime d'une escroquerie assez retentissante par quelqu'un qui se faisait appeler Samuel, qui au final s'appelait en réalité Nourdine Hadi, qui était très connu, qui avait fait la une d'ailleurs du Dauphiné libéré, qui était un escroc, hein, au sens premier du terme, avec une intelligence absolument incroyable, parce que ce qu'il avait monté comme escroquerie, c'est pas le sujet du jour, mais était brillantissime, hein, on peut pas lui enlever ça. Et il a escroqué beaucoup de sociétés qui ressemblaient à la nôtre, c'est-à-dire des sociétés qui avaient un peu le vent dans le dos et qui fonctionnaient bien, qui commençaient à avoir de l'argent. Donc voilà, donc il s'est mis dans le système et effectivement, il a failli nous mettre KO définitivement, hein. Si on cumule tout, on est à peu près au demi-million d'euros de pertes, hein, sur ça. Donc ça aide pas une société à se développer. Donc ça, c'était quand même un premier coup difficile, hein. C'est la première fois aussi qu'on comprend ce que c'est qu'un tribunal, que la justice, etc. Néanmoins, je dirais que c'est pas la raison principale. La raison principale, elle est même pas là, parce que finalement, on l'a redressée, la société. Alors, j'ai vendu les parts de cette société il y a quelques années maintenant, mais elle existe toujours. Je suis toujours ami avec les gens qui m'ont racheté cette société. Enfin bref, tout va très bien. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet. On n'est pas mort, mais ça a été une période de vie très dure. Et quelque part, d'avoir le parachute, c'était pas mal, hein, se dire, bon, voilà. Alors, même si effectivement, à l'époque, j'avais fait le calcul, par rapport à mes encours de crédit, le salaire de prof complet représentait un cinquième de mon encours mensuel. Donc, si on calcule le taux d'endettement, basiquement, c'était 500%. Donc, c'était un petit parachute, disons, par rapport à la vitesse de la chute. C'était vraiment un tout petit parachute. Mais psychologiquement, j'avoue que... Et puis, on fait partie d'une équipe, on voit des étudiants, on n'est pas focus sur le problème. Voilà, ça, c'est la première raison. Et puis, la deuxième raison, c'est que j'adore ce que je fais. Et que transmettre, c'est une passion. Et que finalement, l'argent m'a toujours apparu comme ça, finalement. C'est plus un moyen qu'une fin en soi. Donc oui, on gagnait de l'argent, mais bon, une fois que vous avez changé de voiture, que vous avez une maison un peu sympa et que vous allez faire quoi après? Donc je suis pas sûr que le bonheur puisse être proportionnel à l'argent. Donc alors évidemment, quelqu'un qui gagne le SMIC aujourd'hui, il arrive à peine à nourrir sa famille. Bon, on voit bien, je veux dire, mais à partir d'un certain niveau d'aisance, beaucoup plus, en termes de bonheur, à mon avis, ça change un peu plus. C'est-à-dire que vraiment, si on double le revenu, à mon avis, le bonheur doit augmenter de 0,1%, quoi, quelque chose comme ça. Là, je fais des calculs vraiment de comptoir, mais c'est, à mon avis, on est à peu près à ça. Donc, il y a pas de raison particulière de trop s'affoler avec l'argent. Et finalement, quand on est passionné, comme je le suis encore par l'université, qui, je trouve, et je dois rendre à César ce qui appartient à César, hein, fils de facteur. Moi, j'aurais pas pu payer une école de commerce à 25 000 euros. Hein, donc, à un moment donné, ça m'a permis de faire des études gratuitement, des études de très bon niveau en plus, avec franchement des gens. Moi, j'étais à Bordeaux-Montesquieu. Bon, j'avais des profs absolument passionnants sur les cours, sur les pays d'Europe de l'Est, sur des choses qui étaient en plus intellectuellement très épanouissantes, bien plus que ce qu'on entend des fois dans des écoles de commerce, bon, même si ça a probablement du sens, mais enfin des trucs qui sont pour moi un peu basiques, qu'on peut apprendre sur YouTube, hein, si j'y vais fort. Là, non, on avait vraiment des gens qui étaient inspirants, justement, face à soi. Et ça, c'était gratuit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire on est dans un pays gratuitement, on a des gens inspirants. Il n'y a pas beaucoup de pays quand même qui ont cette chance-là. Et je trouve que faire partie de ce système-là, c'est une belle fierté. Donc, mais effectivement, tu as raison. Pour l'argent, ben non. Faut pas faire ça pour l'argent, clairement. Je déconseille celui qui veut faire fortune de devenir prof agrégé. C'est pas le chemin de la fortune, mais ça peut être le chemin du bonheur. C'est déjà pas mal. Voilà. Mais on sent à quel point tu es animé et passionné par cette transmission. Moi, je t'ai déjà vu plusieurs fois en conférence. Et Ouais. c'est vrai que c'est incroyable la manière dont tu subjugues en fait tous les gens qui sont là. Euh, Par rapport à ce métier-là, est-ce que tu as l'un des événements les plus marquants positivement que tu as vécu ces dernières années? Tu as un souvenir ou d'un élève ou...
Alors, souvenirs d'élèves, j'en ai plein et des gens qui ont extraordinairement bien réussi. Et moi, je suis toujours très fier et très heureux de la réussite des autres. Alors, il y a un sentiment que je ne comprends pas, c'est la jalousie. Moi, je trouve que quand on a un peu, très très modestement accompagné quelqu'un et qu'il a réussi, on ne peut être que fier et heureux. Enfin, je ne vois pas comment ça peut être autrement, quoi. Et après, sur les moments, euh, je dirais qu'il y a eu pendant des années des moments extraordinaires où on avait très très librement la capacité d'organiser des séminaires, notamment très loin sur la planète. Hong Kong, à Tokyo, à Singapour, à Rio de Janeiro même, parfois pour des choses encore plus rock'n'roll, à Moscou, plus récemment. Bon, là en ce moment, c'est pas très tendance, mais voilà, vivre. Donc, on a fait, j'ai organisé une vingtaine de déplacements de ce type, avec à chaque fois des étudiants, et notamment des étudiants de classe moyenne, voire de classe plus populaire, qui pour la première fois véritablement quitté l'Europe, quoi. Et avoir la liberté d'organiser ça, c'était quand même quelque chose d'absolument fabuleux. Alors, je parle au passé. Aujourd'hui, je n'ai plus le temps de matériel de porter ça. Mais j'appelle de mes voeux les jeunes collègues qui prendront ma place de s'engager dans cette voie-là, même si c'est un peu chronophage et parfois un peu épuisant, et puis qu'il arrive plein d'anecdotes dans ce type de déplacement. On amène 50 personnes à Singapour et on finit par être convoqué par l'hôtel parce que les jeunes, en rentrant sous de boîte de nuit, ont mangé les fleurs qui étaient autour de la piscine. Je ne citerai que celle-là, peut-être certains se reconnaîtront, mais j'en ai des tas d'autres, évidemment. Mais voilà, c'est des moments absolument extraordinaires de partage, et au-delà des contenus, évidemment, des gens incroyables qui viennent bénévolement. Pour la petite histoire, je n'ai jamais payé un seul intervenant, jamais. Voilà, c'est simple. Bon, de toute façon, quand on a le numéro 2 de JC Deco qui vient à Singapour nous parler, ou le numéro 1 à Miami de BNP, il est bien évident que, vu son niveau de rétribution, on ne va pas lui proposer un défraiement. À part une bonne bière le soir, c'est à peu près tout ce qu'on peut lui proposer, quoi. Donc, on avait cette possibilité, et on l'a toujours. Euh, donc voilà, donc ça, j'ai levé le pied en 2019 parce qu'on nous a expliqué qu'on pouvait pas bien sortir de chez nous. Et depuis, j'ai pu réenclencher ça, malheureusement, mais on a animé ça de 2005 à 2019, ouais, 2 fois par an, sur de très très beaux voyages. Voilà, donc ça fait partie des choses qui m'ont maintenu actif et proactif dans le système. Ouais. Et qui t'ont apporté aussi l'équilibre par rapport à cette vie à côté d'investisseur financier. Absolument. Cet équilibre, et même ma propre formation. Parce qu'il y a quelque chose qui est un peu tabou, c'est la formation des professeurs. Comment nous, on se forme? C'est une bonne question. Le système part un peu du principe que, bon, bah, finalement, un prof sait se former tout seul. Mais sauf que on a tous nos propres limites, hein. Même le meilleur sportif, à un moment donné, s'il n'y a pas quelqu'un pour lui dire, allez, faut retourner à l'entraînement, c'est pas évident. Voilà. Donc, pouvoir fabriquer des séminaires avec des gens de si haut niveau, on est obligé soi-même de se mettre au minimum au niveau, parce que sinon ça va se voir qu'on n'a pas compris soi-même. Donc on est obligé à chaque fois de monter un petit peu et d'être moins mauvais. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui effectivement qui rétablit l'équilibre avec le business, où il faut quand même à un moment donné être très pragmatique et très terre à terre. Et là, intellectuellement, alors c'est jamais le vide absolu, parce qu'on apprend aussi, hein, par le terrain, mais malheureusement, c'est pas le moment où on va s'élever véritablement sur une vision stratégique des choses. Et les choses qui sont à réparer, elles sont de l'ordre de, il me manque de la trésorerie, vite, il faut que j'aille chercher 200 000 euros. Bon, et donc là, c'est reprendre un business plan de base, réexpliquer aux gens, mais de manière très très basique. Bon, il ne s'agit pas de recomplexifier. Bon, voilà, et les projets marchandent bien. Donc cette fameuse association pour laquelle enfin, j'agis pour défendre finalement les intérêts et l'image et la déontologie d'une activité qui est mal perçue, hein, sur le marché. Mais on va pas se mentir, c'est quand même une activité qui est faite par beaucoup de gens pour gagner de l'argent. Donc à un moment donné, et puis c'est bien de le dire aussi, je veux dire, c'est pas forcément tabou de gagner de l'argent. Par contre, pour gagner de l'argent dans ce type d'activité, parfois, il est vrai qu'il faut faire des choses très opérationnelles,
un peu trop à mon goût. Donc je suis finalement assez feignant et pas très bon en opérationnel. D'ailleurs pour ça que j'ai toujours recruté plein de gens. C'est pour éviter d'avoir à faire moi ce que je sais pas faire. Donc voilà, avec plus ou moins de succès. Mais je trouve que l'équilibre université, séminaire, discuter avec des gens et réfléchir avec un angle d'attaque un peu intellectuel, ça rééquilibre par rapport à effectivement des opérations dites de marchand de biens où on a un problème, par exemple, en ce moment sur des autorisations de déposer des déclarations préalables, des permis d'aménager et des permis de construire. Voilà. Bon, c'est sympa, mais c'est pas le moment que je préfère, quoi, intellectuellement, clairement. Dans tes valeurs, je t'ai demandé lesquelles étaient les plus importantes pour toi et tu m'as répondu la loyauté dans le travail, Ouais. la liberté et Ouais. le courage. Est-ce que tu veux nous dire en quoi ta vie pro, justement, elle est alignée par rapport à ces valeurs? Alors, c'est une bonne question aussi. Pas évident d'ailleurs, quand j'ai reçu cette question, je me suis dit, tiens, mais finalement, on n'y pense jamais à ses propres valeurs. La liberté, j'avais pas trop de doutes, puis je viens de l'expliquer, donc il y a pas de sujet. Le courage, je pense qu'effectivement, bah là, je vous ai raconté une anecdote, il y en a d'autres où on se retrouve quand même en position PLS sur un carrelage à se dire qu'est-ce que j'ai encore fabriqué, comment on va se sortir de cette situation. Toute activité intrapreneuriale ou entrepreneuriale conduit à des situations où il faut du courage. Et celui qui abandonne, qui n'a pas de courage, à mon avis, il ne va pas faire long feu. Donc ça, bah, pas de problème. Et en un, j'ai mis la loyauté. Alors pourquoi j'ai mis la loyauté? Tout à l'heure, je disais justement que tu posais la question sur les jeunes, qu'est-ce qui leur manquerait éventuellement. J'avoue que ça fait partie d'un tout. Derrière loyauté, j'ai dit que je m'impliquais dans telle entreprise, telle aventure, je le fais. J'ai dit que je serais là à telle heure, je suis là à telle heure. J'ai dit que je viendrais faire un podcast un vendredi avant de partir animer un séminaire à Lyon. Je suis là. Euh, Être loyal, c'est se respecter déjà soi-même. C'est respecter aussi ses amis, ses collaborateurs. C'est remercier aussi ceux qui ont créé le système dans lequel on est. Et même quand on est salarié, je trouve, voilà, qu'à un moment donné, on a un salaire qui vient d'un système. Alors évidemment, il y aura toujours ceux qui vont dire quand on vient dans une grande boîte ou une petite boîte ou une toute petite boîte, bon, et tout le monde aura raison, comme souvent, tout le monde a un peu raison. Mais si on supprime toute loyauté par rapport à l'organisation dans laquelle on est, l'organisation s'effondrera, tôt ou tard. Là, je vais partir un peu en mode intellectuel, mais toutes les grandes civilisations se sont effondrées pour à peu près la même raison. Et dans les prémices, c'était le manque de loyauté. Il y avait un manque de loyauté. La colère pouvait être vraie. Hein. Je veux dire, j'ai rien contre les révolutionnaires français, au contraire, hein, pas de problème. Je comprends que. Mais eux-mêmes, quand même, étaient sérieusement manipulés dès l'époque, hein, on va pas se mentir. Donc, si on y réfléchit un peu, tous les systèmes ont commencé à vaciller lorsque la loyauté était plus là. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut être dévoué corps et âme à l'entreprise, à l'organisation. Voilà. Il ne faut pas se fabriquer non plus sa propre prison. Hein. C'est pas ce que je dis. Simplement, je dis à un moment donné, on a un engagement, on le tient. Je vais donner un exemple. Mon grand-père donc était un fermier, n'était pas propriétaire de sa terre, il était italien et il est venu en France parce qu'ils n'avaient plus rien à manger en Italie, comme beaucoup de gens d'ailleurs dans cette région. Dans cette région ici et de la région dans laquelle j'ai grandi, qui est le Lot-et-Garonne. Donc voilà, il y a beaucoup de petits-fils maintenant d'Italiens. Quand il donnait le prix d'une vache, il se donnait le prix d'une vache. Le prix, c'était le prix. Il n'y avait pas besoin de 36 pages, le dernier contrat que j'ai signé hier, 36 pages de contrat pour raconter ce qui se passerait d'affreux dans telle et telle condition, etc. Il n'y avait pas besoin de ça parce qu'il y avait une loyauté. Donc on n'a plus besoin du reste, à partir du moment où il y a la loyauté. Et aujourd'hui, je trouve que notre civilisation, je vais assez loin, mais c'est notre civilisation entièrement,
Pourquoi finalement les contrats sont de plus en plus épais? Parce qu'on est bien obligé de compenser un certain manque de loyauté par une forme de procédure. Et si la loyauté était totale, on aurait finalement besoin de pas grand-chose, en réalité. On pourrait beaucoup réduire le nombre de pages. Alors, j'ai pas mal géré de choses aux États-Unis également. Les contrats font 300 pages, tout est décrit, mais pourquoi? Parce que malheureusement, ceux qui nous écouteront, qui ont vécu un peu aux États-Unis également, vous savez de quoi je veux parler, c'est difficile, hein. Tout est sur le contrat. La loyauté n'existe par le contrat, très souvent. Les gens vont changer d'entreprise, changer de camp, changer d'équipe de foot, changer de très 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 rapidement. Et oui, on peut changer d'équipe de foot, bien sûr, et on doit d'ailleurs pour évoluer changer d'équipe de foot, mais à un moment donné, on joue dans telle équipe, ensuite on arrête, et ensuite on joue dans telle équipe. Mais quand les gens jouent dans plusieurs équipes en même temps, ou jouent uniquement pour eux, ou jouent, l'équipe elle va nulle part. Donc ça, cette forme de loyauté, moi j'ai toujours respecté un collaborateur qui me dit je veux m'en aller. Il veut s'en aller, c'est probablement aussi de ma faute. Voilà, c'est pas un problème. Par contre, il faut qu'il le verbalise, quoi. Qu'il soit loyal même dans sa façon de partir. Et s'il n'est pas loyal dans sa façon de partir, en général, il entraîne des choses très négatives, très très négatives. Et il contamine les autres. Parce que les autres, voyant qu'il n'est pas loyal, se disent mais en fait, pourquoi moi je serais loyal alors que l'autre ne l'est pas? Voilà, donc c'est pour ça que finalement, c'est ce qui m'est venu en premier. Je me suis dit mais non, mais c'est ça. Si, la première valeur, c'est ça. Voilà. Peut-être même avant la liberté, du coup, je crois que j'ai mis un 1 dans ton... Tu l'as mis en 1 ? Ouais. Je trouve qu'avec la loyauté, on a l'engagement aussi. Oui, les deux se rejoignent. Oui, complètement. Et oui, l'un ne peut pas aller sans l'autre, d'ailleurs, c'est évident. Et pourtant, je suis le défenseur de la liberté. Mais être libre ne veut pas dire être déloyal. Et là, la confusion... Si je reprends l'exemple de l'immobilier et de mes business, etc., beaucoup de gens me suivent sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus, donc j'ai beaucoup de followers là-dessus, et je fais une newsletter par semaine, etc. etc. Bon. Là-dedans, il y a des gens qui ont des commentaires parfois assez éclairants, c'est super, et puis parfois je lis entre les lignes certains commentaires qui pour moi relèvent plus de volonté de s'enrichir uniquement, sans loyauté avec le reste du système. À partir du moment où on fait ça, je vais prendre un exemple très concret, j'ai appris récemment qu'un certain nombre de personnes avaient signé des compromis d'achat, alors ça va devenir un peu technique, des compromis d'achat sur des bâtiments avec des vendeurs derrière, pour bloquer le vendeur et renégocier tout de suite le prix dans un deuxième temps. Bon, c'est une pratique technique que je peux comprendre, hein, c'est une tactique business. Maintenant, est-ce qu'elle est loyale? Et à partir du moment où on fait ça, qu'est-ce qu'on envoie comme image à sa propre équipe? Comment attendre des autres d'être loyal quand soi-même on fait ça? Je pose des questions, je n'ai pas les réponses, hein, mais c'est des vraies questions quand même. Et ensuite, comment on fait pour avoir une image à peu près correcte? Déjà avec une image de marchand de biens, puisque notre code NAF explique marchand de biens. Hein, donc déjà, les gens confondent avec marchand de sommeil, etc. Hein, alors qu'on fabrique du logement, alors que derrière on réhabilite des trucs qui pourraient s'effondrer, alors que, etc. etc. Hein, donc globalement, 95% des marchands de biens sont des pros géniaux, des personnes fabuleuses à titre privé. Et oui, certains gagnent de l'argent, d'autres un peu moins, mais honnêtement, enfin, voilà. Mais les 5%, ceux qui sont déloyaux, à un moment donné, nous mettent une réputation absolument catastrophique, c'est évident. Donc, sans cette colonne vertébrale, là aussi, je fais un peu de digression intellectuelle, si tu me le permets, je suis autorisé. Les religions, osons. La colonne vertébrale est là aussi. Quelque part, alors moi je ne suis pas du tout pratiquant, hein, donc il n'y a pas de sujet religieux pour moi, mais il n'y a pas de sujet religieux, mais il n'y a pas non plus de rejet de la religion. Le fondement, il est toujours bon, entre guillemets. Il est sur une forme de loyauté. Voilà, donc il permet une colonne vertébrale. Le système de la République permet une colonne vertébrale, avec une forme de loyauté. Notre système éducatif, le fait qu'un professeur des écoles doive être respecté dans sa classe, parce que tout le monde lui doit la loyauté.
Parce qu'on peut ne pas l'aimer, on peut trouver que ses méthodes sont mauvaises, on peut faire dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, on est sur le tatami. Alors, par ailleurs, dans mes passions, je suis karatéka de longue date, j'ai entraîné 7 ans, karaté club de Pessac, côté de Bordeaux. Pour moi, quand on salue le sensei, on salue le sensei. Si on n'est pas d'accord, on peut sortir, on peut arrêter, on peut changer de dojo. Mais à un moment donné, il faut que ça soit droit, il faut que ça soit loyal. Si ça l'est pas, tôt ou tard, ça finit mal. Voilà. Et donc, j'appelle de mes voeux, effectivement, le plus de loyauté possible dans les organisations aujourd'hui. Tout en étant libre. Et on peut. Si on verbalise, si on communique, il n'y a pas de problème. C'est pas évident, hein. Ça, c'est un peu de la théorie. C'est la théorie de prof, en fait. C'est ça le problème. C'est qu'en théorie, c'est facile et tout le monde irait vivre en théorie parce que c'est facile et en théorie, tout va bien. Donc, mais la théorie, c'est un pays lointain. J'ai lu que tu avais écrit c'est bien le mal d'aujourd'hui, les décideurs ne décident plus, les processus mis en place le font pour eux. Oui, c'est vrai que j'écris ça. Oui, tu l'as bien développé. Ouais, je peux développer ça. C'est dans la continuité d'un peu tout. C'est-à-dire que tant que tout le monde est loyal, en réalité, je parlais de banquiers, par exemple, tout à l'heure. On discutait, avant même de faire ce podcast, du système bancaire qui a du mal à recruter aujourd'hui. Mais ils ont aussi du mal à recruter parce qu'effectivement, un certain nombre de décisions ont été retirées à différents niveaux. Et elles ont été retirées parce qu'il y a eu des bêtises de fait aussi. 2008 a vraiment pas fait du bien, hein, clairement. Voilà. Et du coup, la réputation est aujourd'hui pas très très bonne. Ça continue encore là. Alors qu'il n'y a pas de raison. Il y a plein de gens formidables et qui sont tout à fait à même de prendre des décisions. Dans le système éducatif, c'est la même chose. Je veux dire, à un moment donné, si un prof veut sortir un peu du programme scolaire et inventer quelque chose qui lui paraît pertinent, mais laissons-le faire. Laissons-le faire. Peut-être qu'il commet une erreur, mais à un moment donné, si le processus nous enferme trop, on ne peut plus être créatif. Donc quelqu'un qui n'est pas créatif, il s'assèche. Et donc, comment peut-il inspirer, transmettre, amener les autres, etc., si lui-même, il est sec? Donc l'idée, effectivement, quand je dis ça, c'est vraiment de dire arrêtons d'écrire des procédures pour dire comment il faut faire. Laissons les gens faire des erreurs. C'est pas très grave, l'erreur aussi. Voilà. Alors, pas des trop grosses quand même, il faut un minimum syndical, mais là, on nous met du système qualité partout. J'ai un collègue de l'université qui vient de prendre sa retraite, qui est toujours quelqu'un de très brillant, bon, qui est à la retraite maintenant, et qui était un des grands pontes on va dire, de la qualité, voilà, en industrie. Il le disait lui-même, si on lit ce qu'il écrivait, il ne faut pas aller dans la surqualité à un moment donné, parce qu'elle est contre-productive. Oui, il faut de la qualité et des process et respecter, etc. Mais il ne faut pas que le process prenne le pas sur le décideur. Et quand le décideur n'est même plus habilité à décider par lui-même, comment ça devient presque schizophrénique pour lui. Comment il peut manœuvrer le navire? On vient de lui retirer la moitié des éléments. Si je fais le parallèle avec l'aviation, donc ma passion par ailleurs, à un moment donné, un instructeur, quand il est sur le siège de droite, et qui voit que l'élève pilote fait une erreur, il le laisse faire. Et il doit le laisser faire, l'erreur. Alors, évidemment qu'il faut contrôler le moment où on risque de se tuer. Voilà, je veux dire, quand on voit la ville en bas et que le nez est en direction de la ville, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, mais tant qu'on n'en est pas là, il faut absolument laisser l'autre commettre son erreur. Moi, je me rappelle d'un instructeur qui m'a laissé quasiment décoller avec ce qu'on appelle un cache-pitot, c'est-à-dire la petite chaussette qui se met sur la prise d'air qui donne la vitesse. Ça veut dire que potentiellement, vous décollez et vous n'avez pas votre vitesse. Bon, ça peut paraître très dangereux, ça. Mais il avait raison. Parce que j'ai eu tellement peur quand je suis arrivé à mi-piste que j'ai vu qu'il n'y avait même pas de vitesse. J'ai coupé, bon, je me suis garé. Et je peux vous dire que quand je monte dans un avion aujourd'hui, je vérifie qu'il n'y ait pas le pitot. Qu'il n'y ait pas payé le cache-pitot, que le pitot soit bien libéré. Voilà. Donc il y a eu quand même un crash avec 382 morts de mémoire sur le Paris-Rio, si ma mémoire est bonne. Juste parce que quelqu'un avait peint le pitot. Hein. Il a mis de la peinture dessus, la vitesse n'était pas bonne, l'ordinateur a déconné, l'avion a décroché. Mais pour apprendre ça, il faut bien laisser faire l'erreur.
Ça ne veut pas dire qu'on vérifie pas. Ça ne veut pas dire qu'on vérifie pas que le cache-pitot est pas bien enlevé ou qu'il n'y a pas quelque chose qui obstrue, comme de la peinture. Parce qu'il ne faut pas tuer 382 personnes, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, laissons le décideur décider et laissons-le commettre quelques erreurs parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et aujourd'hui, on cherche tellement à éviter ça qu'on en met des couches et des couches et que parfois les décideurs eux-mêmes ont un peu envie de dire bon, bah, c'est bon, puisqu'on ne me laisse plus décider, vaille que vaille. Et c'est une réaction presque humaine, normale. Et c'est ça qui me gêne. Voilà. Mais ainsi va la société. Hein. Je veux dire, faudra faire avec. Hein. De toute manière, se battre contre ce mouvement-là, c'est Don Quichotte. C'est pas la peine. Hein. Je veux dire, à un moment donné, ce mouvement est là, il existe. Par contre, on peut peut-être essayer de conjuguer avec. On peut peut-être le ralentir un peu. On peut peut-être aussi se dire que, non pas qu'on s'en fiche, mais qu'en tout cas, on va être pas toujours totalement respectueux de ce qui a l'air d'être écrit comme procédure, de temps en temps. Surtout si on sait que la procédure n'est pas terrible. Voilà, donc ça rejoint la liberté. Loyauté, liberté, c'est possible. C'est possible. Pour une dernière question, on s'est déjà croisés au collège. Tu as un de tes enfants qui est en quoi ? Là, bientôt, donc maintenant j'ai de la seconde et la quatrième. Ok. Si demain, on pouvait ajouter une matière, un module, ce serait lequel pour toi ? Pour nous aider à les préparer pour la suite. Alors tout à l'heure, je parlais d'éducation financière. Peut-être qu'on pourrait le mettre dès le collège. Mais attention, je ne veux pas parler de l'éducation financière, encore une fois, pour apprendre à spéculer sur le Forex ou avec des crypto-monnaies. Hein. C'est vraiment pas de ça dont je veux parler. Je parle d'économie au sens qu'est-ce que l'économie d'une entreprise, d'un système, qu'est-ce que l'économie du collège, comment il marche le collège, comment ça se fait qu'il y a des profs, en l'occurrence, qui sont payés par l'État, puisque c'est le cas, mais que les infrastructures ne sont pas payées par l'État, puisque c'est le cas aussi dans ce collège. Tu le connais, donc voilà. Qu'est-ce qui fait que ça c'est possible du coup, où va l'argent ? Comment il est redistribué ? Est-ce qu'il y a des gens qui touchent de l'argent là-dessus ? Et peut-être c'est pas grave que des gens touchent de l'argent là-dessus. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas, mais on peut l'expliquer. Est-ce que lorsqu'il y a des actionnaires qui touchent de l'argent, est-ce que c'est vraiment tant une mauvaise chose ? Est-ce que peut-être c'est normal aussi ? Parce qu'ils ont pris un risque. Peut-être aussi que c'est anormal parce qu'ils n'ont justement pas pris le risque. En tout cas, susciter ces débats-là, s'intéresser à l'économie d'une manière un peu... alors c'est sûr qu'au collège, on ne fera pas une thèse d'économie, hein, on est bien d'accord, mais sensibiliser un peu, ça me permettrait quelque chose de tout aussi important que d'autres, que l'éveil qu'ils peuvent avoir aux arts plastiques ou... ça va avec, et dans notre système, ça vient très très tard. Ça vient très tard, et en plus, ça vient au lycée si on choisit ça. J'en ai une au lycée, elle a choisi maths physique, elle fera maths physique. Et elle a trouvé d'ailleurs le programme d'économie de seconde pas très intéressant. Mais pourquoi ? Parce qu'on le présente sous forme de qu'est-ce que la famille monoparentale, etc., avec des trucs très sociaux, très et donc assez peu argent, assez peu business, assez peu entrepreneuriat, assez peu... parce que l'entrepreneuriat est une association but non lucratif, celle que j'ai le plaisir de présider, la Fédération des marchands de biens immobiliers, elle a but non lucratif, donc c'est non lucratif. Mais pour autant, il y a bien des gens à payer, des salariés, il y a des locaux, donc il y a bien un écosystème à faire vivre, c'est une entreprise quelque part. Voilà. Alors à but non lucratif, on est bien d'accord. Donc, et présenter ça dès le plus jeune âge, avec une forme de sensibilisation, je pense que ça permettrait d'avoir une génération d'abord un petit peu plus entrepreneuriale dans la façon de voir les choses, et un petit peu plus en conscience de ce qui est mis à leur disposition. Peut-être aussi, allez, soyons fous, d'obtenir un peu plus de gratitude. Parce qu'on est loyal aussi quand on a de la gratitude. Moi, je disais tout à l'heure que je remercie le système public français de m'avoir permis de faire des études gratuites, parce que j'ai beaucoup voyagé, parce que j'ai vu dans d'autres sociétés un fiston de facteur comme moi, il ne fait pas les études que moi j'ai pu faire.
Et voir et conscientiser tout ça, je trouve ça intéressant. Voilà. Et ça, on ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas, et même pas dans certains parcours dits commerce. Et là, les bras m'en tombent. Si on regarde certains programmes de bachelor commerce, il y a du marketing stratégique, du marketing opérationnel, il y a... voilà. Mais à aucun moment, en réalité, on va aller re-rentrer sur des basiques. Comment marche l'école? Tiens, commençons avec ça. L'argent et les gens qui sont face à moi, qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où? Ça va où? Au final, c'est qui paye, etc., etc. Ça n'empêchera pas les gens de pouvoir manifester, s'insurger, pas être d'accord, descendre dans la rue, mettre des gilets jaunes, se mettre sur les ronds-points, etc. Parce que parfois, c'est aussi nécessaire de contester. Mais au moins en compréhension un petit peu plus approfondie, voilà, en comprenant dès le départ pourquoi on est insatisfait ou satisfait d'ailleurs. Mais voilà, je trouve que c'est un peu regrettable. Je prends un autre exemple. Les gens payent tous des impôts, tout le monde paye des impôts. Voilà, les notions de tranche marginale et de progressivité de l'impôt en France, pratiquement personne, y compris des gens qui ont fait des écoles de commerce, ne comprennent vraiment le système. Je vais encore plus loin. Je constate tous les jours ou presque que les gens, par rapport à l'héritage, qui est un des sujets, je trouve, en tout cas, est-ce qu'il doit être fiscalisé un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, pas du tout. Des gens de classe relativement modeste vont aller militer sur une non-fiscalisation des transmissions. Pourquoi pas? Ont-ils vraiment tout compris? Est-ce que lorsque Donald Trump a été élu, les latino-américains mon père est parti pendant 20 ans s'installer en Colombie, donc mes connexions à Miami sont essentiellement colombiennes et latino, on va dire d'une manière générale. Et l'espagnol est ma deuxième langue. Et en fait, ces gens-là étaient très heureux de mesures qui consistaient à exempter totalement de fiscalité sur les transmissions de plusieurs millions de dollars. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même 2-3 basiques qui ne sont pas assimilés. Et ces gens-là sont loin d'être des idiots. C'est juste qu'à un moment donné, ils ne conscientisent pas que pour qu'un système fonctionne, il faut quand même quelques prélèvements. Et que malgré tout, cette mesure-là n'est pas là pour les favoriser à eux. Et donc c'est assez amusant de voir des gens être heureux d'une mesure qui ne les favorise pas, et au contraire qui à terme les défavorise. Donc ça c'est dommage. Voilà. Donc s'il y avait une éducation financière depuis tout petit, voilà, un petit peu en profondeur, sans en mettre des tartines, mais tout au long de la scolarité, peut-être que quelques choix s'opéreraient de manière un peu différente à la fin, quoi. Voilà. Mais bon, je suis un éternel rêveur, donc... Ça vient petit à petit. Ça vient beaucoup par des initiatives de collègues, notamment, qui mettent ça au programme, des petits projets, des projets d'association, des choses, mais qui relèvent aujourd'hui plus de l'initiative individuelle des gens que du système lui-même. Oui, ça serait bien. Ça serait bien. Vraiment. Et ça permettrait même à mes marchands de biens adhérents à mon association d'être parfois plus en conscience de ce qu'ils sont en train de mettre sur leur Excel. Lorsqu'ils vont devoir lever leur financement et d'éviter de se retrouver ensuite dans des trous d'air absolument colossaux parce que 2-3 petits basiques finalement leur ont échappé, quoi. C'est aussi un conditionnement mental, hein. C'est presque une pudeur à vouloir gagner trop d'argent sur une opération. Ça, c'est fabuleux. Ouais, mais je vais quand même pas gagner 30% de marge. Mais si la marge est à 30, elle est à 30, c'est très bien. Félicitations. Mais bon, ouais, ben alors je vais baisser mes prix, mais pourquoi faire si elle marche? Et ça, c'est un réflexe. C'est quand même, on a une culture qui est très très marquée là-dessus. Ça pèse et ça pèse sur l'entrepreneuriat, bien évidemment, parce que quelqu'un qui vient d'une classe sociale, pour s'en extraire, il lui faut de l'argent, il lui faut des rencontres, il lui faut des gens inspirants, on est bien d'accord. Mais il lui faut aussi une forme de liberté, de penser qu'il peut aller chercher de l'argent chez les autres, que c'est pas voler quelqu'un que d'aller lui emprunter de l'argent, et qu'il en a besoin, et de se sentir... et je pense que quelqu'un qui a monté une petite asso quand il était au collège, qui ensuite au lycée a eu quelques expériences quasi entrepreneuriales avec des copains, ou même ils ont ne serait-ce que monté des fêtes, hein. Vous savez, l'entrepreneuriat, je pense à un truc...
Très souvent, c'était les mêmes. Les entrepreneurs beaucoup organisaient des fêtes quand ils étaient au lycée. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on retrouve un peu les mêmes. Mais c'est pas par hasard. C'est vrai. C'est pas par hasard parce que c'est un écosystème, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Il faut collecter des fonds auprès des copains. Il y a un budget à tenir. Il y a un lieu à trouver. C'est une mini-entreprise. Et donc, celui qui arrive à faire ça déjà au lycée, il part avec un temps d'avance là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rattraper le retard, heureusement. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est rigolo, ça. Donc, organiser les fêtes. Alors, j'allais dire, ce serait quoi le mot de la fin? Organisons la grande fête de la vie. Non, parce que... et célébrons. C'est ce que j'ai posté aujourd'hui, d'ailleurs. Sur toute autre chose, quelqu'un qui a fait... J'ai rebondi sur un post qui me semblait vachement intéressant sur LinkedIn. C'est un financier, mais bon, peu importe. Bon, ils ont des galères, parce qu'en ce moment, on va pas se mentir, c'est quand même une période un peu compliquée. Et ils ont fait une bonne vente. Bon, bref. Et donc, ils s'arrosent de champagne, ils ont filmé ça. Bon, et ça peut paraître complètement dingue, ce qu'ils ont fait. Mais il faut pas oublier d'organiser la fête et de célébrer. Il n'y a plus de petites victoires, il n'y a plus que des victoires. Et je crois que c'est encore plus valable dans un moment un peu dur comme actuellement, qu'il y a quelques années où c'était un peu plus facile. Et j'espère dans quelques années quand ce sera à nouveau un peu plus facile. Donc tout le temps, célébrons, organisons la fête. Et pour les plus jeunes, commencez-vous à organiser des fêtes. C'est déjà votre première action entrepreneuriale. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup, Eric, de tout ton temps. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.